Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un l'être intérieur, le self et les perturbations psychiques. Dans cet ouvrage, l'objectif est d'exposer certaines idées importantes pour une vision initiale de la psychanalyse comme science compréhensive d'ensemble de la vie mentale. Plus qu'une psychanalyse d'éléments, il s'agit d'une tentative de compréhension psychanalytique fondée sur l'interrelation entre certains facteurs considérés ici d'un point de vue macroscopique. Dans la psychanalyse d'éléments, les éléments sont séparés entre eux et se prêtent à une multiplicité d'usages, tandis que pour la psychanalyse compréhensive les facteurs s'inscrivent dans un contexte cohérent et englobant. Une psychanalyse de facteurs est avant tout une organisation méthodologique des données, et non une reformulation de concepts psychanalytiques classiques. Elle s'organise sur la base de la notion d'être intérieur qui se différencie de celle de self. Dans un premier temps, je propose de présenter quelques constantes psychanalytiques à partir du contact avec cet être, qui permet de mieux connaître les perturbations psychiques. L'être intérieur. À partir de l'expérience directe avec son être, chaque personne est en mesure d'affirmer le suivant. Ce qu'il y a de fondamental en moi, c'est la réalité primaire d'être constitué par un être qui exprime essentiellement qui je suis. Cet être, l'être intérieur, correspond à ce que je suis intrinsèquement depuis le début de ma vie. Il répond de mon existence, offre la notion de mon existence et me définit comme personne parce qu'il compose mes fondements les plus profonds. Il me donne également la réalité et la vérité de l'expérience d'être avec moi-même, c'est-à-dire l'expérience d'être moi-même, une expérience basique et élémentaire. L'être intérieur est un noyau central qui ne cesse jamais d'exister tant que dure la vie d'une personne. Dans sa condition existentielle, il est une unité reconnue comme étant fondamentalement identique dès que le sujet entre en contact avec lui-même. Il conçoit la personne comme entière et indivisible car il renferme sa manière d'être, qui n'est pas transférable aux autres. Il est par conséquent unitaire, singulier et spécifique. En tant que noyau d'existence et de courant profond, il contient la matrice de l'existence, un axe basique et une racine primordiale de laquelle se développent des processus qui rendent compte, à différents niveaux, des constituants opérationnels et fondamentaux de la vie et de l'acte de vivre. Cet être présente une tendance permanente au mouvement, et œuvre en faveur de l'organisation, de l'harmonisation et de l'unification de l'ensemble personnel. Il se différencie des forces conflictuelles, désordonnées et chaotiques du psychisme. Ses origines et ses processus sont non violents et constructifs. Les notions que la personne a de son être intérieur vont dépendre du contact établi avec lui, et ce contact a des effets sur l'organisation et le fonctionnement de la vie psychique. Le contact n'est pas toujours conscient, mais quand c'est le cas, il est en lien avec l'expérience d'entièreté. On ne peut parler de l'être intérieur comme d'une chose ou d'un objet concret, parce qu'il est un noyau d'existence. Cette acception ne comporte aucun indice de matérialité, aucun fragment de chosification. L'être intérieur est non-sensoriel dans sa constitution et dans ses manifestations, et cette non-sensorialité s'exprime en tant qu'existence, vie et mobilité. Il n'est pas une énergie aveugle, mais menée par la détermination d'un être vivant, mobile et opérant. En somme, il s'agit d'une notion qui dépasse toute conception de la science classique sur les objets de connaissance. Le self. La notion d'être intérieur ne doit pas être confondue avec la notion de self, confère. Trinka 2001. De fait, le self est une forme de support et d'organisation globalisante, au contenu variable et mobile. Ses origines et ses processus sont en lien avec la complexité du maintien concret de l'existence de la personne, adaptation et survie comprises. Le self est un organe mental de conquête de cette existence, un moyen par lequel elle se concrétise. Il a la capacité de se connecter plus ou moins bien avec l'être intérieur, mais il est par nature un champ de force en conflit, le lieu où se heurtent les différentes tendances qui se présentent dans le psychisme. Parce qu'il est composé de plusieurs parties et d'innombrables constituants, il y a dans la multiplicité des composants les hérités et les acquis, le traitement des expériences de self-objets primitifs, les identifications et incorporations, l'empreinte des éléments éducatifs, sociaux, culturels, raciaux, religieux, familiaux et autres. Il est formé de segments qui peuvent être réunis ou séparés. Certains dominent et se distinguent,
d'autres deviennent secondaires et d'autres encore sont au service de composition et d'arrangement. Certaines parties s'organisent séparément et d'autres se disputent la première place dans l'ensemble. C'est dans le self que se répercutent les instances psychiques divergentes et convergentes, avec des orientations qui se composent ou se percutent. Ils forment un contexte saturé de conflits, de turbulences, d'incohérences et de paradoxes, Bunmer, 1991, de sorte que l'on pourrait aller jusqu'à parler de plusieurs selfs. Mais sous un autre point de vue, le self est en relation, il reçoit des charges et effectue des adaptations avec le monde externe, les objets internes, le corps, les pulsions, etc. Il stimule la dynamique des accumulations et des continuités, procède à des actualisations constantes par rapport au temps, à l'espace et à d'autres déterminants psychiques. Ainsi, le self résulte des processus et de l'interrelation de différents facteurs et éléments. Relation entre l'être intérieur et le self. L'être intérieur exerce des influences sur le self. Suivant le type d'influence, il détermine la nature et la qualité des processus qui se produisent dans le self. C'est pourquoi une plus ou moins grande influence va donner lieu à des modalités différentes de self. Un niveau d'influence raisonnable, donc de présence satisfaisante de l'être intérieur dans le self, permet à la personne d'être elle-même. On observe alors des degrés de participation non sensorielle d'un être qui répand la vie, lui donne sens et s'exprime en tant qu'énergie et légèreté. C'est de là que sont menées les activités de soutien des processus psychiques fondamentaux. Sous l'influence de l'être intérieur, le self se constitue en facteur central qui vise l'effectivité et l'organisation de l'individu dans le monde, dirige le processus d'intégration. Les systèmes d'équilibre qui passent par le self sont ainsi activés, et il devient une instance de réalisation compatible avec la réalité intérieure. De cette manière, l'organisation des centres directeurs est vivante, mobile et significative, et non pas quelque chose de stéréotypé ou tendant à l'inanimé. Si l'influence de l'être intérieur sur le self est insuffisante ou précaire, ce dernier peut devenir un champ miné par la fragilité ou saturé de sensorialité. Il se transforme en un self qui obscurcit et occulte ce qu'est réellement la personne au lieu de la révéler. Il est susceptible de fonctionner sur des bases totalement étrangères à ce qu'est réellement la personne. Dans ce cas, on a souvent affaire à un self rempli d'éléments d'infiltration, de résidus, de fonds d'impression, de fragments de produits de systèmes, de standards, de structures et de composants sensorialisés, qui vont imposer leur point de vue et leur vérité, leur conditionnement, leur logique, leur théorie et leurs valeurs, leur style de vie et leur vision du monde. L'individu finit par être perdu. Il pense que le self représente la personne réelle et n'a plus de notion claire sur l'éloignement du contact avec l'être intérieur. Lorsque l'éloignement augmente, le self devient relativement autonome sous plusieurs points de vue et il se remplit de conflits et de turbulences. Avec la diminution de l'influence de l'être intérieur, il est à la merci des forces conflictuelles, chaotiques, obscures et par voie de conséquence, vulnérables à toutes sortes de perturbations psychiques. La problématique du contact. Le self tente à s'organiser sous l'influence de l'être intérieur. Néanmoins, cette tentative d'organisation subit des ébranlements, des désarticulations et des déstructurations quand il y a éloignement du contact. La diminution de l'influence de l'être intérieur sur le self est en lien avec l'éloignement du contact. La question du contact constitue donc une fonction primordiale. Elle exprime corrélativement la mesure de l'influence de l'être intérieur sur le self. Dans la vie mentale, presque tout dépend de l'état du contact que la personne établit avec elle-même. Et la notion de soi, variable d'une personne à l'autre, dépend de ce contact. Il n'est pas nécessaire d'expliquer qui établit le contact avec quoi, car le contact lui-même se réfère à l'influence de l'être intérieur sur le self, où est contenue la notion de soi. Plus l'éloignement de contact est élevé, plus le self se remplit d'éléments et de produits étrangers à l'être intérieur. Il tend à se fragiliser ou à se saturer de composants sensoriels. Plus précisément, il se modifie conformément à l'éloignement du contact. Et comme il existe différents degrés d'éloignement, des formations particulières liées à la fragilité ou à la sensorialité peuvent être rencontrées à chaque degré. Les perturbations psychiques concernent ces formations quand les degrés d'éloignement augmentent. L'éloignement du contact est donc un facteur qui, en lien avec d'autres,
est responsable de turbulences et de perturbations psychiques. Plus la personne est distante d'elle-même, plus le trouble émotionnel risque d'augmenter en fragilisant le self ou en le saturant de sensorialité. Réciproquement, plus la personne est ancrée et proche d'elle-même, plus le taux d'harmonisation et d'intégration psychique sera élevé. Les relations entre l'être intérieur et le self peuvent être symbolisées par l'image d'une caverne éclairée par des degrés variables de lumière et d'ombre. La caverne représente le self, la lumière fait référence à l'influence de l'être intérieur et les ombres correspondent à l'éloignement du contact. Le self s'éclaire ou s'obscurcit en fonction des degrés de contact existants avec l'être profond. Même si le degré de contact est relativement constant pour chaque personne, quand il est question d'un ensemble de personnes, il est possible de parler de variations sur un continuum de contact. La présence de la lumière dans la caverne peut être plus ou moins grande, et la zone d'ombre plus ou moins étendue. Cette métaphore est utile pour penser à un champ de variation correspondant au degré de contact avec l'être intérieur. Dans un système général, on peut concevoir un axe de continuum de contact avec des variations allant d'un contact très restreint jusqu'à un contact très amplifié. L'hypothèse est que chaque point de l'axe représente une organisation particulière, une dynamique spécifique, des qualités des contenus et des conditions internes du self. Il devient ainsi plus aisé de vérifier la situation mentale de chaque personne par rapport à un point donné du continuum, car chaque point reproduit un ensemble de situations psychiques fondamentales prépondérantes. Ma proposition consiste à représenter un axe de continuum de contact qui englobe 3 états, état occlusif, état inconscient et état conscient, confère. Trinka, 1999. Grosso modo, l'état occlusif se réfère aux personnalités psychotiques, l'état inconscient aux personnalités névrotiques et l'état conscient à la prévalence des processus de normalité et à l'expansion de la conscience. La formulation d'un axe de continuum de contact est intéressante, parce que les perturbations psychiques peuvent y être réparties et mieux cernées. Dans ce modèle, plus l'éloignement du contact est élevé, plus la nature de la perturbation psychique risque d'être sévère. À l'inverse, plus le contact est présent, plus l'expansion de la conscience sera élevée. La ligne de partage est le point zéro ou d'origine, qui se situe entre l'état inconscient et l'état conscient. Ce point correspond spécifiquement à l'expérience d'entièreté. En dessous, dans les états inconscients et occlusifs, l'éloignement du contact domine. Au-dessus, dans l'état conscient, c'est l'expansion de la conscience qui prédomine. On peut ainsi penser à un axe de continuum de contact qui va de l'infini négatif à l'infini positif. Le schéma qui suit, confère figure 1, offre une idée simplifiée de ce modèle. Figure 1. Représentation d'un axe de continuum de contact, sur lequel le contact avec l'être intérieur augmente ou diminue depuis le point zéro. Facteurs responsables de l'éloignement du contact. L'un des principaux facteurs responsables de l'éloignement du contact est la constellation de l'ennemi interne, qui ne participe pas de la nature de l'être intérieur et s'oppose à lui dans la vie mentale. Mue par la pulsion de mort, cette constellation est constituée d'éléments dont l'action a pour dénominateur commun l'attaque et la destruction du contact avec l'être intérieur. Son objectif est de déstabiliser, de supprimer et d'annihiler l'individualité ainsi que les liens avec la vie et l'acte de vivre. Il s'agit d'un principe qui opère contre l'ordre interne et contre les relations avec l'ordre externe, en vue de détruire ce qui est réel, véritable, vivant et créatif. Autrement dit, une force active qui tente d'annuler les liens avec toute forme d'existence. Même si les attaques sont en priorité contre la personne elle-même, elles servent de support pour le déclenchement d'autres actions destructives. La constellation de l'ennemi interne englobe un ensemble d'éléments psychiques associés à l'autodestructivité et à l'hétérodestructivité, à savoir A. Attaque dirigée contre les réalités internes et externes. B. Rupture, désarticulation et ébranlement interne. C. Pusillanimité, peur et angoisse. D. Affaiblissement ou évidement des conditions et des liens internes et externes. E. Développement d'une image interne négative. F. Éloignement du contact avec l'être intérieur. G. Obtention de résultats négatifs. H. Réalimentation, feedback du système. Par rapport à l'éloignement du contact, l'action de la constellation a des effets qui y sont directement liés. En fait, c'est l'un de ses facteurs principaux. Même si elle ne s'exprime pas sous forme de symptômes,
La constellation comprend des conjonctions qui sont présentes dans tout esprit humain, à des degrés, stades, intensités et étendues variables selon la personne. L'observation clinique permet de décrire différents stades de la constellation à partir de la nature et du type des attaques. Ces stades se succèdent au fur et à mesure qu'augmente la gravité des attaques. S'ils possèdent des éléments des stades précédents, chaque nouveau stade présente des caractéristiques qui lui sont propres. Pour tous, la nature du phénomène est invariable, mais pas la qualité. En d'autres termes, l'intensité des attaques peut être faible, moyenne ou forte suivant le cas sans altérer le stade en question. Les stades observés sont les suivants. 1. Doute et discrédit. La confiance en soi, la crédibilité et la foi que la personne a en elle-même sont globalement ébranlées et donnent lieu à des désarticulations internes et à de grandes insécurités émotionnelles. 2. Autodépréciation. Correspondent à des accusations et à des critiques destructives, à des annulations et à des dénigrements systématiques qui entraînent des difficultés de maintien des références personnelles. 3. Disqualifications amplifiées. Des accusations et des sabotages qui amènent la personne à s'auto-annuler fortement et à se voir comme quelqu'un de détestable, inutile et méprisable. 4. Auto-invalidation. À cause de la répulsion et de la haine à l'encontre de l'intériorité, celle-ci est vue comme un amas de choses mauvaises, endommagées et ruinées, et la notion de soi s'en trouve particulièrement affectée. 5. Propagation du système. Des auto-invalidations massives intensifiées à l'apostrophe. Atteinte des fonctions psychiques. Avec la mise de côté de la validité de l'expérience et la difficulté à se sentir réellement exister. 6. Coalition avec l'ennemi. La constellation de l'ennemi interne assume une place centrale et tente de s'imposer comme représentante exclusive des processus psychiques afin de dominer l'ensemble de ces processus. 7. Trou noir. Il se réfère à l'intensification des vécus de vide, de solitude et de désespoir corrélatifs de l'angoisse de passage à l'inexistence, et peu est apostrophe, accompagné de ruptures plus ou moins durables du contact avec l'être intérieur. 8. Dimension de possibilités infinies. Il s'agit du passage sur le plan de l'irréalité où la personne, plutôt que d'être prisonnière du trou noir, se tourne vers une dimension paradisiaque de pouvoir, de plaisir, de grandeur, etc., et vers une dimension d'indétermination où tout semble possible. 9. Anesthésie, collapsus et annihilation. À ce stade, le niveau de destruction est élevé. Il est caractérisé par une perte des notions élémentaires de la réalité, un bannissement de ce qui est vivant et constructif dans l'esprit, une rupture accentuée de contact et une perte des notions d'existence de soi provoquée par la déliaison et l'anesthésie. Ces stades entretiennent des rapports avec les degrés de l'éloignement du contact. Plus les stades sont graves et avancés, plus l'éloignement du contact et les difficultés émotionnelles augmentent. La constellation de l'ennemi interne est responsable de perturbations psychiques de différentes natures et qualités. Le self est affecté de diverses manières. L'augmentation progressive, au fur et à mesure que se succèdent les stades, de la maîtrise exercée sur lui constitue l'un des facteurs principaux de l'éloignement du contact. L'objectif majeur de la constellation de l'ennemi interne est de s'emparer du self et de le dominer. En somme, il s'agit d'un sous-produit spécifique de la pulsion de mort, Freud 1948, en lien avec les fonctions inconscientes clairement opposées à celles développées par l'être intérieur. La force mortifère peut alors être observée en pleine activité et décrite en détail. Néanmoins, et aussi importante soit-elle, la constellation de l'ennemi interne n'est pas le seul facteur en jeu dans l'éloignement du contact. Beaucoup d'autres facteurs peuvent y contribuer, d'autant que le self se fragilise ou se remplit excessivement de sensorialité pour différentes raisons. Parmi ces raisons se trouvent certains processus où la personne A. Transige avec elle-même en se situant à contre-courant de sa vie. B. Se distancie d'elle-même pour des intérêts, des attitudes ou des valeurs qui par essence la contrarient. C. Ne sait pas clairement ce qui est important pour elle. D. Se laisse influencer par des forces contraires ou étrangères. E. Évite d'affronter les défis et les souffrances inévitables. F. Éprouve des difficultés à accéder à son intériorité. G. Évite la connaissance des apostrophes. Aspects psychiques fondamentaux. À l'exemple de ce qui se passe notamment dans le refoulement. H. Est affaibli par des relations objectales conflictuelles. I. S'assujettit excessivement aux dictamens et aux conditionnements familiaux, culturels, religieux, sociaux et autres. J. Se soumet exagérément aux menaces réelles et aux injonctions du monde externe. La fragilité et la sensorialité.
Quelles sont les conséquences de l'éloignement du contact sur le self? S'il n'y a pas de reprise de contact, la personne se trouve confrontée à au moins deux alternatives possibles. A. La fragilité du self ou B. L'augmentation de la sensorialité. Cette augmentation peut être le fait d'une exacerbation de la sensorialité préexistante ou de l'apparition d'un nouveau type, suivant la situation. La fragilité et la sensorialité apparaissent toutes deux graduellement, conformément au degré de l'éloignement du contact. Elles sont donc des facteurs variables, qui vont des formes légères à des formes hautement saturées de virulence. Chaque degré d'éloignement du contact peut équivaloir à une différente modalité de situation pathologique, reliée à la fragilité ou à la sensorialité. Par rapport à l'axe du continuum de contact, les degrés d'éloignement du contact apparaissent entre le point zéro et l'infini négatif et ont pour conséquence les degrés correspondants de fragilité ou de sensorialité. Cela signifie que la différenciation des perturbations psychiques a pour base chacun de ces facteurs, répartis sur le continuum de contact avec les degrés d'éloignement du contact. Dans le cas spécifique de la fragilité, elle présente deux types différents. A. Affaiblissement du self et B. Évidement du self. Chacun de ces types comprend un ensemble de perturbations psychiques allant des formes les plus simples aux formes les plus complexes et les plus graves d'atteinte émotionnelle. À partir du point zéro de l'axe du continuum de contact, l'affaiblissement est suivi par l'évidement et les degrés de chaque type correspondent au degré de l'éloignement du contact dans le sens croissant de la gravité pathologique. Ainsi, on peut parler de la fragilité du self comme d'un facteur qui, en s'intensifiant, occasionne progressivement l'affaiblissement puis l'évidement du self, avec un acheminement vers l'infini négatif sur l'axe du continuum de contact avec l'être intérieur. Sur cet axe se trouvent les exemples suivants de perturbations psychiques liées à l'affaiblissement: insomnie simple, inconsistance généralisée, décentrement et dispersion. Quant aux exemples de perturbations psychiques liées à l'évidement, on peut observer les états d'éloignement et les états d'engloutissement. Confère. Figure 2. Figure 2. Exemple de perturbations psychiques liées à la fragilité du self sur l'axe du continuum de contact avec l'être intérieur. Qu'en est-il de la sensorialité? Elle concerne des éléments saturés de concrétude ou qui en ont les propriétés, qualités ou caractéristiques, qui préexistent ou viennent s'installer dans l'appareil psychique et donnent lieu à des manifestations émotionnelles, cognitives, imagétiques et autres, aussi bien de forme consciente qu'inconsciente. Elle tente de chosifier et de rendre factuelles les données des réalités psychiques et externes. Bion 1989a. S'il ne fait pas de doute que nous ne pouvons échapper à la sensorialité qui habite nos mondes externes et internes, il importe de souligner qu'elle est reliée à l'immaturité et à l'instabilité des processus psychiques. La sensorialité se présente sous au moins 4 types différents. A. La sensorialité basique, propre à l'individu dans des conditions normales. B. La sensorialité de remplissage substitutif qui vient occuper le self avec des produits substitutifs variés afin d'éviter ou d'empêcher la fragilité. C. La sensorialité produite par des attaques, qui déposent et conservent dans le self les objets dénigrés, abîmés, moribonds ou morts, avec les attaques de la pulsion de mort tournée contre les objets internes. D. La sensorialité produite par coupure et exclusion, qui se réfère au processus de suppression, déliaison, élimination ou rupture de lien avec la constitution de zones d'inertie, de paralysation ou d'extinction des relations vivantes et vitales. Dans le cas des perturbations psychiques, un des types de sensorialité prend généralement le dessus et domine les autres. Les perturbations psychiques qui s'associent à la sensorialité tendent à se définir et à s'installer conformément au degré de cette dernière. Ce qui diffère, ce sont leur nature et leur gravité. Chaque type de sensorialité compose un processus caractéristique, qui se dédouble en perturbations psychiques de différentes natures et gravités selon leur position sur l'axe du continuum de contact. Quand le sujet s'éloigne du point zéro et se dirige vers les extrémités inférieures du continuum, en considérant l'infini négatif, la sensorialité devient de plus en plus dense, pesante, virulente et primitive, et ce quel qu'en soit le type. Lorsqu'un type de sensorialité s'est installé et intensifié, il vient occuper un lieu important dans le self et impose sa dynamique à la vie mentale. La sensorialité présente donc un large éventail. Et si d'autres facteurs ne s'interposent pas,
son action va s'accroître avec l'augmentation de l'éloignement du contact et donner lieu à différentes formes de perturbations psychiques. En ce qui concerne la sensorialité basique, les difficultés émotionnelles apparaissent lorsqu'elles s'intensifient. Dans le sens croissant de gravité pathologique, on observe notamment la jalousie, la possessivité, l'avidité et l'envie. Dans le cas de la sensorialité de remplissage substitutif, les exemples rencontrés sont le narcissisme, le faux self, certaines formes de toxicomanie et la destructivité antisociale. Avec la sensorialité produite par des attaques apparaissent différentes formes simples de dépression et d'autres plus complexes. La dépression psychotique, le versant dépressif du trouble affectif bipolaire et l'explosivité psychotique. Enfin, la sensorialité par coupure et exclusion donne lieu entre autres à la schizoïdie, la psychose blanche, la manie du trouble affectif bipolaire et la schizophrénie. Tous ces exemples se réfèrent à des perturbations psychiques qui, selon le type de sensorialité, peuvent être considérées comme appartenant à la même classe. D'autre part, elles peuvent être classées sur l'axe du continuum de contact, selon la sensorialité en jeu, par degré de gravité pathologique, du point zéro à l'infini négatif. Les perturbations psychiques s'aggravent au fur et à mesure qu'augmente l'éloignement du contact avec l'être intérieur. Or, on sait que pour l'éloignement du contact, la sensorialité et la fragilité, il n'existe pas de limite de gravité établie. Mon objectif est de démontrer qu'il est méthodologiquement possible de combiner tous les types de sensorialité sur l'axe du continuum de contact, mais aussi de classer conjointement sur ce même axe la sensorialité et la fragilité du self. Choix pathologique. Face à l'éloignement du contact, le self tend à se fragiliser. S'offrent alors à lui deux types de choix possibles. A. Maintien de la condition de fragilité ou B. Utilisation de la sensorialité pour faire face à la fragilité. Cela signifie que la personne peut rester indéfiniment dans un état de fragilité, ou, à mesure que celle-ci provoque des angoisses, utiliser la sensorialité pour éviter et empêcher la fragilité, en bannissant les éléments déclencheurs d'angoisse et en recouvrant la souffrance psychique. Il existe encore beaucoup d'autres manières d'utiliser la sensorialité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personne fait des choix pathologiques inconscients. L'orientation qui domine dans ces choix va permettre de définir et de séparer les chemins pathologiques empruntés, une démarche fondamentale au niveau de l'installation et du maintien des perturbations psychiques. Les degrés de l'éloignement du contact impliquent des choix pathologiques basiques, qui se réfèrent à la fragilité ou à la sensorialité. Si la solution adoptée est la fragilité, un des deux types de fragilité va dominer. Idem pour la sensorialité. Ces choix dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les conditions de l'angoisse, l'état de la structuration inconsciente, les mécanismes et dynamismes inconscients et l'histoire personnelle du patient. Ils mettent en évidence une hiérarchisation des facteurs dans l'ordre suivant. L'éloignement du contact déclenche la fragilité ou la sensorialité, mais pas réciproquement. En somme, je travaille avec l'hypothèse que les facteurs en jeu dans la formation et l'installation des perturbations psychiques exercent une influence contenue, les uns sur les autres, établie selon un ordre et une hiérarchie donnée, la fragilité et la sensorialité étant mutuellement exclusives. Cela s'explique par le fait que les perturbations psychiques tendent à se soumettre à certaines directives fondamentales dans leur système d'organisation. Quels que soient les choix opérés, il y a des répercussions directes sur le self. Un éventail immense d'effets, de dysfonctionnements et de troubles peut être décrit en fonction de la fragilité et de la sensorialité. Le self se remplit de contenus, de produits et de modes de fonctionnement qui ne représentent pas effectivement l'action de l'être intérieur. Les choix tendent à se fixer sur des structurations relativement constantes et à correspondre à certaines normes mentales qui se stabilisent et donnent lieu à des systèmes mentaux déterminants. Ces systèmes sont constitués de normes caractéristiques qui se forment et s'installent dans la dépendance de l'éloignement du contact et des choix, suivant le type de fragilité ou de sensorialité. Il s'agit de normes émotionnelles inconscientes, qui s'organisent comme des noyaux centraux dans le self et ont pour substrat des éléments psychiques regroupés en forces et ensembles de forces exerçant une action centrale encline à la répétition. Si l'on admet que les choix sont orientés par la fragilité ou par la sensorialité,
on s'aperçoit que les systèmes mentaux déterminants résultent de chacune de ces configurations conformément à leur degré d'action. Chaque choix offre séparément l'opportunité d'étudier le système adopté par la personne, qui s'exprime plus ou moins sévèrement selon les degrés de l'éloignement du contact. En d'autres termes, chaque degré d'éloignement du contact qui se manifeste en tant que fragilité ou sensorialité peut avoir des répercussions sur le self comme système mentaux déterminant et définir les caractéristiques basiques de la perturbation psychique en question. De telles caractéristiques comprennent la nature et la gravité de la maladie, mais pas son intensité ni son étendue dans la personnalité. À titre d'exemple, nous pouvons citer comme systèmes mentaux déterminants l'avidité, le faux self, la dépression psychotique et la schizoïdie. Tendance à l'unification. Les systèmes mentaux déterminants permettent de comprendre les constituants de base des perturbations psychiques qui se diversifient selon le degré d'éloignement du contact, la fragilité du self et la sensorialité. Par l'intermédiaire de ces bases élémentaires, je propose de vérifier la possibilité méthodologique de classification des systèmes mentaux déterminants sur l'axe du continuum de contact avec l'être intérieur. Cette démarche pourra donner lieu à la formulation d'un modèle destiné à l'unification des perturbations psychiques, en accord avec les degrés d'éloignement du contact. Jusqu'à aujourd'hui, le champ de ces perturbations a surtout été étudié élément par élément. Peut-on les considérer dans un contexte global et unificateur ? Correspondance entre les facteurs. Chacun des facteurs indiqués peut être étudié dans son rapport avec les autres. Le facteur choisi, à savoir fragilité ou sensorialité, correspond en degré au degré de l'éloignement du contact. Autrement dit, les degrés de ce facteur déterminent terme à terme les degrés correspondants du facteur choisi. Si le degré d'éloignement du contact est X et le facteur choisi, un type de sensorialité, le degré de celle-ci correspondra forcément à X et engendrera une configuration pathologique liée au degré de cette sensorialité. Il en est de même pour la fragilité quand elle est le facteur choisi. Seule la configuration pathologique va différer en fonction du type de fragilité. Plus les degrés d'éloignement du contact sont élevés, plus les degrés de sensorialité ou de fragilité le sont aussi. Pour la formation et le maintien des systèmes mentaux déterminants, il y a un quantum d'éloignement du contact qui équivaut pour sa part à un quantum de sensorialité ou de fragilité du self. De plus, si les degrés de l'éloignement du contact équivalent à des degrés de sensorialité ou de fragilité, alors les degrés de ces facteurs possèdent également des équivalences entre eux. Les types de sensorialité et de fragilité n'établissent pas seulement entre eux des correspondances intraclasses vis-à-vis des degrés de l'éloignement, ils ont aussi des équivalences interclasses les uns par rapport aux autres de par les mêmes degrés d'éloignement. Dans les rapports terme à terme avec l'éloignement du contact, la sensorialité existante correspond à la fragilité qui pourrait exister si la sensorialité n'était pas l'orientation dominante. La logique du modèle. Si l'on considère un modèle pour l'unification des perturbations psychiques, le point de départ est que les systèmes mentaux déterminants sont composés de 4 facteurs basiques. Au sein de cette composition se distingue un facteur antécédent, représenté par la constellation de l'ennemi interne ou ce qui la remplace. Les autres facteurs, éloignement du contact, sensorialité et fragilité du self, sont disposés selon un ordre et une hiérarchie donnés et présentent entre eux des équivalences graduelles. Partant de là, organiser les systèmes sur l'axe du continuum de contact implique une transformation des 3 derniers facteurs en variables. Chacun de ces facteurs représente une variable continue qui assume des valeurs entre le point 0 et l'infini négatif. Pour la variable éloignement du contact, le point 0 représente l'expérience d'entièreté. Pour la variable fragilité du self, il correspond à l'état de fortification du self, et pour la variable sensorialité, il signifie l'existence de la sensorialité basique. De la même manière que les facteurs, les variables sont graduellement compatibles entre elles, c'est-à-dire que les degrés de chacune des variables établissent des correspondances entre elles. Par rapport au point 0, les degrés d'éloignement de la première variable déterminent les mêmes degrés d'éloignement des autres variables, en fonction du choix opéré. Les degrés de chacune des variables sont similaires entre eux en matière de nature.
On peut donc affirmer que ces variables sont homothétiques, Sangiorgi 1967. Étant donné que l'éloignement du contact est envisagé comme une variable qui déclenche les autres, mais pas réciproquement, les correspondances entre elles sont univoques. Au vu des correspondances entre les facteurs, il est possible de transformer directement les degrés des variables sensorialité et fragilité en degrés d'éloignement du contact. Celui-ci devient alors une variable référence dont la distribution est représentative des autres. Inversement, nous pouvons inférer les positions de la variable choisie, selon les positions de la variable référence. Puisque l'éloignement du contact est une variable continue, ces différents degrés forment un champ illustré par l'axe du continuum de contact, avec une variation entre 0 et l'infini négatif. Les degrés de fragilité et de sensorialité, indépendamment du type, peuvent être classés sur cet axe en fonction des degrés de l'éloignement du contact. Comme les variables présentent entre elles des correspondances graduelles, cette classification en fonction des degrés d'éloignement maintient la position réelle de chacune d'entre elles par rapport à l'axe du continuum de contact, et ce quelle que soit la modalité choisie. Pour l'organisation méthodologique, il est nécessaire d'avoir à l'esprit la possibilité logique de classification sur le même axe, par degré d'éloignement du contact, de tous les types de fragilité et sensorialité qui se présentent. De cette manière, l'axe du continuum de contact devient une ligne de base dont la fonction est de permettre la classification des facteurs transformés en variables. Sur cet axe, les systèmes mentaux déterminants qui correspondent aux effets de ces variables peuvent être classés en fonction des degrés de l'éloignement du contact, ce qui donne la possibilité de classer les variables auxquelles se réfère l'éloignement du contact. Finalement, nous obtenons un axe unitaire approprié pour des classifications communes de toutes les variables considérées avec un critère de distribution unique, représentatif de la diversité des variables. En réalité, les degrés de l'éloignement du contact représentent les degrés de gravité pathologique. Plus le degré d'éloignement est élevé, plus le degré de gravité pathologique présent dans le système mental déterminant est important. La gravité pathologique est toujours équivalente au degré de l'éloignement sur le point du continuum où il se trouve, qu'il soit en lien avec la fragilité ou la sensorialité. Et cette gravité resterait sur le même point, même si le choix était autre. Autrement dit, le choix d'un degré donné d'éloignement du contact pour un type de sensorialité ou de fragilité n'altère pas la gravité de la maladie, qui serait en principe la même y compris en cas d'un autre choix. La modification se situerait en fait au niveau de la nature de la maladie. Cette donnée simplifie fortement l'objectif de construction d'un modèle unifié des perturbations psychiques. Vu que les systèmes mentaux déterminants sont intimement liés aux variables basiques sensorialité et fragilité, ils peuvent être classés sur l'axe du continuum de contact en tenant compte de ces variables. Mais ce qui est essentiel, c'est de repérer les degrés d'éloignement du contact dans la mesure où ils permettent d'opérer une classification et qu'ils correspondent au degré de gravité pathologique. Évaluer cette gravité permet de connaître les degrés d'éloignement du contact et de procéder à une classification sur l'axe du continuum de contact. En tant que variable référence représentative de toutes les autres, l'éloignement du contact se prête à la classification de toutes les variables envisagées. Dès lors, la classification des perturbations psychiques sur l'axe du continuum de contact avec l'être intérieur est faite par la classification des variables qui composent les systèmes mentaux déterminants. Et cette classification donne la possibilité d'unifier les perturbations psychiques. Évaluation. Pour connaître les degrés d'éloignement du contact, il faut évaluer le poids de chaque variable. Les variables ont des valeurs données qui sont obtenues par l'intermédiaire de l'observation clinique, de l'expérience clinique et d'autres ressources d'analyse. Sur le plan clinique, l'un des modes d'évaluation consiste à vérifier la nature de la perturbation psychique présente dans le système mental déterminant. Distinguer le facteur prépondérant du système équivaut à détecter le type de fragilité ou de sensorialité présent. Il s'agit pour l'essentiel d'évaluer la manifestation qualitative ou quantitative de la gravité pathologique dans le facteur en jeu. Par le biais de la gravité pathologique, la variable qui fournit la nature de la perturbation psychique fait l'objet d'une classification.
Comme il y a des correspondances entre les variables, l'attribution de valeur à la fragilité et à la sensorialité définit les valeurs exprimées en degrés d'éloignement du contact, cette variable étant classée sur l'axe du continuum de contact. Une perturbation psychique relative aux valeurs des variables peut s'exprimer sur chaque point de l'axe. Classification des perturbations psychiques. Si les systèmes mentaux déterminants liés à la fragilité ou à la sensorialité ont, sur un point donné de l'axe du continuum de contact, des degrés équivalents d'éloignement du contact, ils peuvent donc être classés sur cet axe par degré d'éloignement, et ce quels que soient les types de sensorialité ou de fragilité présents. Étant donné que les valeurs attribuées à chacune de ces variables sont comparables entre elles sur le même point du continuum, les systèmes mentaux déterminants composés par ces variables peuvent être classés en fonction de leur gravité pathologique, indépendamment de leur nature. Les degrés de l'éloignement du contact restent identiques pour la même gravité pathologique, que celle-ci s'exprime sous forme de fragilité ou de sensorialité. Et comme la gravité pathologique fait toujours référence au degré d'éloignement, il est possible de classer les systèmes en fonction de leur gravité pathologique par degré d'éloignement. Tous les systèmes peuvent être reliés entre eux et classés sur l'axe unitaire du continuum de contact, avec des positions qui vont représenter les niveaux de gravité pathologique. Ainsi, un ensemble de variables devient comparable internement et ordonnable par le biais des composants qui leur sont communs dans un champ défini. Dans les perturbations psychiques, la question fondamentale est celle de l'éloignement du contact, duquel découlent des dédoublements et des diversifications. D'un point de vue méthodologique, il s'agit d'une variable capitale, qui va permettre de mener des études en matière de pensée clinique et de conception psychanalytique d'ensemble. Puisqu'il est théoriquement possible de classer les perturbations psychiques sur un axe unificateur, il serait possible de proposer la réalisation d'une vaste recherche systématique. Dans cette étude, les variables seraient évaluées et ordonnées sur l'axe du continuum de contact. Dans la pratique néanmoins, c'est un travail ardu, qui requiert une analyse approfondie de chaque perturbation, de la détermination de sa position sur l'axe ainsi que de la détermination des positions des ensembles de variables les uns par rapport aux autres. Ne disposant pas ici de l'espace nécessaire et des conditions disponibles pour mener cette étude, je me contenterai des résultats d'une ébauche d'étude prise comme exemple, dans laquelle l'attribution de valeurs aux variables a permis de classer les perturbations psychiques sur des échelles de gravité pathologique croissantes, en partant de 0, à partir de leurs constituants de base que sont les systèmes mentaux déterminants. Les résultats obtenus s'expriment en ces termes. 1. Classification relative à la sensorialité basique intensifiée des systèmes mentaux déterminants suivants: jalousie, possessivité, avidité et envie. Voir figure 3. Figure 3. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à la sensorialité basique, intensifiée, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. 2. Classification relative à la sensorialité de remplissage substitutif des systèmes mentaux déterminants suivants: narcissisme, faux self, forme de toxicomanie et destructivité antisociale. Voir figure 4. Figure 4. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à la sensorialité de remplissage substitutif, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. 3. Classification relative à la sensorialité produite par des attaques des systèmes mentaux déterminants suivants: dépression simple, forme A, dépression forme B, dépression psychotique, versant dépressif du trouble bipolaire et explosivité psychotique. Voir figure 5. Figure 5. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à la sensorialité produite par des attaques, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. 4. Classification relative à la sensorialité produite par coupure et exclusion des systèmes mentaux déterminants suivants: schizoïdie, psychose blanche, bipolarité, manie et schizophrénie. Voir figure 6. Figure 6. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à la sensorialité par coupure et exclusion, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. À ce stade,
Tous les systèmes mentaux déterminants liés aux variables relatives aux 4 types de sensorialité ont été ordonnés sur une échelle unique de gravité pathologique, et leurs positions obéissent à la relativité des positions antérieures et au contexte général dans lequel elles s'inscrivent. 5. Classification conjointe des systèmes mentaux déterminants supracités, associés aux 4 types de sensorialité. Voir figure 7. Figure 7. Réunion des exemples de systèmes mentaux déterminants relatifs aux 4 types de sensorialité, classés sur une échelle unique de gravité pathologique à partir du point 0. Nous avons procédé de même pour la fragilité du self. 6. Classification relative à l'affaiblissement du self des systèmes mentaux déterminants suivants. Insomnie simple, inconsistance généralisée, décentrement et dispersion. Voir figure 8. Figure 8. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à l'affaiblissement du self, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. 7. Classification relative à l'évidement du self des systèmes mentaux déterminants suivants. État d'engloutissement et état d'éloignement. Voir figure 9. Figure 9. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à l'évidement du self, répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. 8. Classification conjointe des systèmes mentaux déterminants associés aux 2 types de fragilité du self. Voir figure 10. Figure 10. Réunion des exemples de systèmes mentaux déterminants relatifs aux 2 types de fragilité, classés sur une échelle unique de gravité pathologique croissante à partir du point 0. La démarche finale consiste à réunir tous les exemples précédents de systèmes mentaux déterminants, aussi bien associés à la sensorialité qu'à la fragilité du self, sur une échelle unique de gravité pathologique croissante à partir du point 0. Vu que les variables de ces systèmes sont comparables entre elles peuvent être classées conjointement sur un modèle général. 9. Classification conjointe de tous les systèmes mentaux déterminants supracités. Voir figure 11. Figure 11. Exemple de systèmes mentaux déterminants relatifs à la sensorialité et à la fragilité du self, classés conjointement et répartis sur une échelle de gravité pathologique croissante à partir du point 0. Si pour l'heure il n'est pas possible de présenter plus de détails, on observe cependant que l'évaluation des variables respectives donne lieu à une réalisation pratique de la proposition d'un modèle pour l'unification des perturbations psychiques, avec pour base l'éloignement du contact avec l'être intérieur. Commentaires et conclusions. Malgré les difficultés méthodologiques propres à une étude pionnière, il me semble être parvenu à différencier les facteurs fondamentaux pour le développement d'une psychanalyse tournée vers l'être intérieur, avec toutes ses implications théoriques et pratiques. Il s'agit d'une notion métapsychologique qui se distingue clairement de la notion de self. D'un point de vue dynamique, les niveaux d'influence de la première instance sur la deuxième sont exprimés par des degrés de contact qui entraînent chez les individus diverses notions d'eux-mêmes. Quant au degré de l'éloignement du contact, ils expriment des perturbations psychiques de différentes natures. Comme l'éloignement du contact est un facteur commun à toutes les formes de perturbations psychiques, il permet d'organiser les éléments et les contenus de ces perturbations. Si l'on prend les facteurs sensorialité et fragilité du self, on obtient la classification des perturbations psychiques par l'intermédiaire de leurs systèmes mentaux déterminants sur un axe de continuum de contact avec l'être intérieur. Les 2 versants signalés dans ce chapitre seront approfondis dans les chapitres suivants. Le premier concerne le vaste développement des idées sur le contact avec l'être intérieur, dans les états occlusifs et inconscients. Ce développement implique de distinguer, de même que Bion, 1972, les personnalités psychotiques des non-psychotiques en prenant pour base le modèle présenté. Le deuxième versant se réfère à l'état conscient de contact avec l'être intérieur, qui se situe sur l'axe du continuum de contact entre le point 0 et l'infini positif. Pour l'étude de l'état conscient, il est nécessaire d'introduire une nouvelle variable, dénommée expansion de la conscience. L'existence de cette variable permettra de saisir pourquoi les opérations effectuées sur l'axe du continuum de contact n'ont été situées qu'entre le point 0 et l'infini négatif, qui constitue le champ de variation des perturbations psychiques.
En réalité, le point zéro n'est rien d'autre qu'un repère méthodologique situé entre les processus morbides et les processus d'expansion de la conscience. Mais si l'on considère le champ dans son entier, de l'infini négatif à l'infini positif, il devient possible d'étudier un système général et compréhensif d'un large éventail d'activités mentales, Trinka 2007. 2. L'être intérieur, le self et la pulsion de mort. Le fait d'être soi-même, c'est-à-dire d'être pour soi et de vivre dans ce monde en s'adaptant, en survivant et en visant la quête du bonheur, place la personne dans une situation singulière. Si d'un côté son être lui donne la vie pour le maintenir vivant, stimuler sa croissance et l'expansion de sa conscience, de l'autre son libre cours reste la proie de maintes difficultés et empêchements. Il y a des forces puissantes qui se tournent contre lui, pour tenter de l'annihiler. Les combats ne sont pas une fiction. Ils se produisent dans la citadelle intérieure dont les domaines sont disputés, et dont les commandes peuvent changer de maître. La réalité primaire. La réalité primaire de chaque personne consiste à posséder un être. Tout sujet naît avec un être qui le définit, le distingue et le qualifie. Il est possible de dire que l'être essentiel de la personne correspond à un noyau d'existence. Une référence primaire, à la fois originaire et prototypique, qui fonde la vérité intérieure la plus profonde. Pour la personne, il est une référence constante qui lui donne les supports de sa forme véritable d'existence. Cet être s'exprime en tant que source de vie créatrice, noyau de cohésion, centre organisateur des expériences et stabilisateur de la vie psychique. Il a notamment pour caractéristique d'être unitaire, singulier et spécifique, mais aussi entier, indivisible, non réplicatif et non transférable. Malgré les changements possibles, il ne cesse d'exister tant que dure la vie de la personne et son processus de continuité n'est pas sujet à des interruptions. Il travaille pour l'unification du tout personnel et opère dans le sens de l'intégration. On peut affirmer qu'il représente la réalisation du principe même d'individuation. Dans la clinique, le psychanalyste est attentif aux manifestations de cet être, qui sont différentes des manifestations relatives à d'autres parties de la personnalité. Quand le contact avec l'être intérieur est insuffisant, le patient éprouve généralement des difficultés et des lacunes au niveau de la notion de soi. Le psychanalyste sait reconnaître cet effet quand il prend pour référence la notion d'entièreté de l'être profond. Lorsqu'il y a éloignement, séparation, division, partialité, obscurité, confusion ou élimination du contact, cet être ne se manifeste pas dans son entièreté et sa plénitude. L'être humain entier est celui qui a un contact avec ses racines existentielles véritables et profondes. Âgé de 36 ans, célibataire, Gamal vivait entouré de femmes attirantes. Il affirmait les séduire sexuellement avant de les congédier l'une après l'autre, et sans distinction. Au début de l'analyse, il semblait que ce comportement se produisait par la simple satisfaction de la conquête, mais ensuite il s'est avéré qu'il masquait une dépression. Avec l'évolution de l'analyse, il commença à aimer une seule femme et quand une autre apparaissait sur son chemin, il ressentait une grande incompatibilité. Il disait « A et B ne peuvent occuper le même espace sinon je souffre. Ma souffrance n'a pas de raison morale, c'est que moi je ne reste pas entier mais divisé. C'est une question reliée à mon propre être. Ça peut paraître étrange, mais si je suis avec une autre femme qui n'est pas la mienne, je finis par ne pas me sentir véritablement présent en moi. Mon être ne semble pas assez libre pour me laisser ressentir et m'exprimer en entier. Il y a donc un noyau d'existence qui doit être reconnu, l'être que nous sommes par essence et que nous devons atteindre pour nous sentir nous-mêmes. Il est indépendant du temps et des circonstances. Si nous parvenons à le localiser en nous, il devient plus simple de le reconnaître chez les autres. Le contact avec lui est vécu avec bonheur, parce qu'il laisse transparaître la source de la vie. Un contact privilégié révèle des relations harmonieuses et non conflictuelles, depuis ce fond non sensoriel installé dans l'intériorité qui se connecte avec la réalité la plus profonde. Un fond qui, parfois, est ressenti comme une expérience immémoriale, au-delà des notions superficielles et restrictives que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Au sortir d'une longue période dépressive, une patiente raconte le rêve suivant. J'étais dans les bras d'un homme fort, aimable et tendre, ce que recherche toute femme. Je me sentais bien dans ses bras,
Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la sensation de me sentir moi-même, une chose que je ne ressentais pas depuis très longtemps. Ce n'était pas une idée, c'était une sensation qui engageait mon corps et mon esprit tout entier. Je me sentais entière et forte. Une forte sensation de présence en moi-même. Du milieu du désert et de la fumée noire où je me trouvais avant et ne ressentais que de l'angoisse, j'ai commencé à me sentir vivante. C'est ça, ce qui m'a le plus impressionné dans ce rêve, c'est la sensation de me sentir entière et vivante que je porte encore en moi. La patiente fait référence à l'expérience d'existence de soi, qui équivaut à la conscience de soi. Le sentiment exprimé par l'affirmation « cet être c'est moi » constitue un fondement et une certitude si consistante qu'il serait difficile d'affirmer d'une certaine manière qu'il est différent de la certitude cartésienne présente dans le cogito ergo sum, dont le sens est « je sais que j'existe », quand il est appliqué à l'expression de l'existence individuelle comme objet d'une psychologie, Jaspers 1958. Cette expérience est assurément dépendante des découvertes faites par l'enfant, dès le début de ses processus de maturation, de développement et de croissance. La présence de la mère consiste à être un objet interne pour l'enfant, mais aussi à se situer comme sujet empathique pour aider l'enfant à se découvrir en tant qu'être. Un être qui est déjà en soi détermination et finitude. Mais s'il n'est pas découvert, il laisse des lacunes et des absences, dont les résultats atteignent l'indétermination, le vide et la terreur du passage à l'inexistence. Seul le contact avec cet être vient configurer la certitude épistémologique du cogito cartésien. Mère et enfant découvrent ensemble la participation mutuelle dans la joie de la rencontre de deux êtres, au sein d'une relation réussie. À partir de là, il y a un flux d'activités amoureuses et créatrices dans le courant de la conscience qui peut s'élargir. Son origine est le contact avec la source interne, qui établit des liens vivants et significatifs. Puisqu'il s'agit d'une manifestation de l'être profond, elle devient une énergie créatrice en entrant en syntonie non sensorielle avec la source inconsciente, où le monde est créé perpétuellement. Issu de la rencontre réussie avec l'être, le bonheur de créer est l'expérience même de l'action de cet être dans ses relations vivantes et profondes. L'espace potentiel, qui est pour Winnicott, 1972, la capacité d'anticiper spontanément et avec créativité la rencontre de l'objet du fait de l'avoir d'abord rêvé, est constitué par l'espace de rencontre et de contact conscient avec l'être intérieur, donnant ainsi un sens aux relations internes et externes. Il est très difficile de considérer l'être intérieur selon les modèles de la science classique, parce que son existence se fait sur un plan essentiellement non sensoriel. Si à un certain niveau il est présent en tant qu'expérience d'existence de soi, à d'autres niveaux cependant il peut se présenter comme un espace libre, ample et ouvert dans l'esprit, ou comme une disponibilité pour l'accueil du phénomène vivant, entre autres aspects. Nous savons qu'il se constitue à l'intérieur d'un vide de sensorialité et qu'il s'exprime, dans la mesure du possible, comme mobilité, liberté et spontanéité. Parvenir jusqu'à lui ne signifie pas lui imprimer les dictamens de nos croyances, nos idiosyncrasies et nos valeurs, ni de nos désirs et de nos mémoires. Nous devons simplement être prêts pour le recevoir. Il pourra se présenter si la vie psychique est libre d'interférences qui l'obscurcissent et l'éloignent. Sa présence est marquée par l'ouverture à l'expérience. Dans cette condition, le contact tend à s'approfondir et à s'élargir. Néanmoins, une telle condition n'est pleinement possible que si la notion que nous avons de lui est consciente. La notion de soi peut se produire aussi bien au niveau de l'état conscient que des états inconscients et occlusifs, mais c'est dans l'état conscient qu'elle est une expression directe de la proximité du contact. Plus la personne est proche du contact avec cet être, plus la notion de soi est claire, transparente et profonde. Il s'agit donc d'une notion qui varie conformément à l'état du contact. Les relations, influences et transformations réalisées par cet être dans la vie mentale deviennent de plus en plus significatives et profondes à mesure qu'augmente le degré du contact. Il est important d'observer que sa réalisation effective dans la vie mentale ne dépend pas seulement de son existence, mais également du contact établi avec lui. Finalement, ce sont les degrés de contact, variables selon chaque individu, qui donnent à chacun une notion de soi-même, et cette notion concède ou non une effectivité à l'action de l'être profond sur la vie mentale. La question du contact devient donc cruciale parce qu'elle implique la réalisation ou non de la présence cet être.
Un système d'attaque. L'être intérieur n'est en aucun cas le souverain absolu de la vie psychique. Bien qu'essentiel et irremplaçable, sa position devient relative quand sont considérés les facteurs qui travaillent contre lui. Souvent, ces facteurs parviennent, même partiellement, à neutraliser son action sur la vie psychique. L'effort des forces opposées consiste à empêcher ce contact, qui possède une fonction clé, pour tenter d'éloigner le maintien de l'intégration psychique. La force principale qui commande un travail opposé à l'être profond, et qui est franchement contraire à son influence sur les processus mentaux est la constellation de l'ennemi interne. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce facteur fondamental, Trinka 2007. Il convient ici de souligner que cette constellation est mue par la pulsion de mort, qu'elle est composée d'éléments dont l'action comprend un système d'attaque contre le contact avec l'être intérieur visant la destruction de l'individualité et des liens internes et externes. Il s'agit d'un principe qui opère contre l'ordre interne et externe, y compris contre tout ce qui est réel, véritable, vivant et créatif. Il tente également d'atteindre les notions de bonne santé, liberté, bonté, justice et amour. Je pense que ce principe est présent dans tout esprit humain, sauf que dans nombre de cas un contact suffisant avec l'être profond éloigne ses manifestations les plus nuisibles. La spécialité de cette constellation est la fonction autodestructrice. L'étudier ne signifie pas seulement relever les spécificités de ses modalités d'action, mais aussi ses liens avec d'autres facteurs psychiques. Je m'efforce de mettre en évidence une dimension mentale beaucoup plus large que celle considérée jusqu'alors. La dimension autodestructrice inconsciente est mise en avant dans la mesure où elle a très souvent été masquée, et que dans la pratique elle n'est pas suffisamment reconnue et dévoilée. Tout être humain est en quelque sorte au centre d'une guerre, dont le déroulement et le dénouement donnent la mesure de sa bonne santé et de sa folie. Carmen est une jeune étudiante souvent aux prises avec une voix intérieure accusatrice. Tu es incompétente. Tes choix ne marchent pas parce que tu n'es pas fiable. Tu as déjà fait beaucoup de mauvais choix avant, et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Devant des situations ordinaires, comme par exemple choisir que faire le week-end, elle reste dans l'impasse. Elle est paralysée par la peur de tout faire de travers. Alors elle ne choisit pas, demeure dans une zone mentale où rien ne se produit. Là, elle doute de tout ce qu'elle fait mais aussi de tout ce qu'elle est. D'autre part, elle n'arrive pas à penser. Elle est distante d'elle-même, parce qu'elle ne fait pas confiance à son esprit. Un pouvoir hypnotique la fait se sentir invalide et provoque un grand vide intérieur. Elle ne sait plus sur quoi baser son existence. Elle se perd d'elle-même, atteinte par un ennemi immortel. Devant cette paralysie, les conséquences pratiques sont généralement désastreuses et font la part belle à de nouvelles attaques, dans un cercle vicieux. Ce qu'il y a de commun dans toutes les manifestations de la constellation de l'ennemi interne, qui étaient les attaques, c'est d'abord la haine de l'individu contre lui-même, suivie de la haine contre la réalité. Vu que l'objectif principal de la constellation consiste à supprimer et à annihiler tout type de lien, il y a des implications directes et indirectes sur les expériences personnelles, affectant non seulement les notions de soi, mais aussi les notions sur ce qui est en lien avec la personne. Elle est par conséquent une présence effective, qui agit pour détruire et augmenter en particulier l'éloignement de contact avec l'être intérieur. Certes, d'autres facteurs sont responsables de l'éloignement du contact, mais elle exerce des effets considérables sur les processus psychiques. Elle est en particulier responsable de perturbations psychiques de différentes natures et gravités. Dès son réveil, Robson ne ressent aucune envie de commencer à travailler. La paresse le paralyse presque complètement. Quelque chose en lui dit que cela ne sert à rien de s'efforcer, parce que même s'il gagne de l'argent et paie ses dettes, avec le temps il sera à nouveau endetté. J'évoque avec lui un ennemi interne qui désarticule ses efforts et l'immobilise. Robson est d'accord, il dit que l'ennemi existe et que c'est lui-même. J'ajoute que l'ennemi est en lui, qu'il travaille contre lui, mais qu'il se différencie de son propre être. Il dit noter la différence et l'opposition entre les deux forces. Les efforts qu'il fait sont neutralisés par la force contraire. Je souligne la différence existante entre deux forces. Une travaille en faveur du développement, l'autre contre. S'il y a une guerre, de quel côté se trouve-t-il ? Il ne sait que répondre. Parfois il est d'un côté, parfois de l'autre. Maintenant par exemple,
Il pense qu'il lui est impossible d'échapper à cette situation, parce qu'il a déjà essayé et qu'il n'a pas réussi. Je lui indique que c'était la parole de l'ennemi, qu'il lui faut affronter cette situation de front. Si à d'autres occasions l'ennemi est sorti vainqueur, c'est parce qu'il ne savait pas exactement qu'il s'agissait d'attaque, mais désormais il le sait. Robson répond qu'il a l'impression de savoir, mais qu'il ne sait comment lutter contre. Je lui signale que l'analyse lui offre une clarté et une netteté sur l'ennemi qu'il n'avait pas auparavant, et que cela vient modifier toute la situation. Mais il répond qu'il ne sert à rien de savoir rationnellement, parce que c'est une force inconsciente qui agit. J'insiste en lui disant qu'il a une certaine conscience de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une guerre, dans laquelle il peut savoir de quel côté il est. Et la parole de cet ennemi est très forte et singulière. Le patient se calme et m'informe qu'il donne une voix à la bête. Robson, vous voyez comme elle est forte ? Dans tout ce que je pense, il y a une affirmation contraire et cela me rend très confus. Analyste, je tente d'accompagner ces oscillations. Les affirmations contraires sont destinées à vous rendre confus ou invalide, donc vous savez que ce sont des affirmations destructrices. Robson, presque désespéré. Il y a tellement de problèmes que je ne sais pas par où commencer. La bête dit que je vais me perdre dans cet enchevêtrement de problèmes, et même si j'en résous quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres tellement imbriqués que je n'arriverai jamais à les résoudre. Analyste, il y a un seul problème qui est l'existence de cette bête. Vous la localisez déjà avec netteté. Si vous résolvez ce problème, les autres seront faciles à surmonter. Je suis surpris par sa réponse. Robson, mais pourquoi résoudre des problèmes si le malheur est partout, si la vie est difficile et s'il n'y a que des désagréments et des souffrances? Analyste, sur ce point je me dois d'être emphatique. La bête veut vous convaincre qu'il ne sert à rien de lutter ou de vivre. Pour elle, la vie et tout ce qui existe est une tâche ingrate, de laquelle nous devons nous débarrasser. Avec cela, la bête vous convainc que la nature, la vie, l'univers, la réalité sont des choses mauvaises et détestables. Qu'il n'y aurait rien de bon nulle part, que tout serait une grande farce inutile. C'est cela qui vous paralyse, qui vous amène à refuser la réalité et tout ce qu'il y a de bon. Parce que pour l'obtenir, vous seriez obligé de vous efforcer. La bête veut un paradis déjà prêt sur terre, et comme ce paradis n'existe pas, vous vous persuadez qu'il faut tout abandonner et que tout est absolument mauvais. Robson, il s'agite, c'est sûr, si je ne fais rien, je ne réussis rien. Je note qu'il reste hésitant, mais que désormais il est davantage prêt à accepter ce que je lui dis. Analyste. Ce n'est pas si difficile de réussir à se développer, mais la bête vous persuade de mobiliser votre haine contre tout, parce que pour se développer il faut s'efforcer et affronter les problèmes et les frustrations. Elle ne tolère aucun type de souffrance. Robson, qui a dit que j'allais réussir? Analyste. Vous avez peur de ne pas réussir? Robson. Oui, je n'ai pas réussi avant, mon histoire est faite d'échecs. Je constate que Robson fait des prophéties qui s'autoréalisent et lui demande. Analyste. La bête dit que vous êtes un perdant et cela vous fait peur? Robson. C'est comme si mon histoire avait déjà été écrite. MacTube. Analyste. Sur la base de votre emprisonnement antérieur, vous dites ne jamais pouvoir vous libérer. Mais en même temps, vous pensez et ressentez des choses dans cette séance que vous n'aviez pas pensé et ressenti avant. N'est-ce pas là le signe qu'une sortie de l'emprisonnement est possible? Je crois que c'est à cause de cela que votre bête est irritée. Encore titubant, Robson tente de se réassurer à propos du nouveau chemin. Robson. Je vais vous avouer que j'ai déjà fait une analyse avant qui a duré 6 mois et ça a été un échec. Analyste. Vous avez déjà parlé de la même manière de ces choses? Robson. Non, mais l'échec est une possibilité. Analyste. Je lui fais observer que la possibilité n'est pas un fait. Il n'y a aucun échec dans cette analyse. Au contraire, la bête est irritée parce que vous la mettez à découvert. Alors elle se tourne contre vous, contre moi et contre l'analyse. Robson adopte un ton de défi. Je ne suis pas du tout convaincu que cette fois ça va marcher. Un analyste ne se sent pas atteint personnellement. Analyste. Mais pourquoi venez-vous en analyse? N'est-ce pas parce que vous avez de nouveaux espoirs, différents? N'est-ce pas justement pour trouver la force de ne pas vous soumettre à la bête?
À nouveau, je suis surpris de sa réponse. Robson: Bon, vous avez raison, mais je ne dois pas me réjouir avant l'heure. Analyste: C'est sûr, tout ce que nous avons fait au cours des 3 premières séances que nous avons eues ensemble a été de situer le centre de l'analyse là où il doit être. Cela vous permet d'avoir une meilleure notion des choses et un nouvel espoir. Robson montre qu'il a compris. Vous voyez quelle sorte de guerre il y a en moi? Je ne sais pas si j'aurais dû, mais le fait est que je lui explique. Analyste: Oui, tout cela était déjà attendu. Pour l'instant, l'important est de percevoir que cette guerre existe. Mais dans une guerre, nous devons savoir de quel côté est l'ennemi et de quel côté nous sommes. Nous avons beaucoup de temps devant nous pour prendre des positions. Si vous voulez lutter contre l'ennemi, il faut d'abord l'écouter puis trouver des réponses à la hauteur de l'affrontement. Avec le temps, la bête tendra à s'éloigner. Avant cela pourtant, elle essaiera de vous faire peur et de vous vaincre par épuisement. Ce qui éloigne la peur, c'est l'ancrage dans son propre être. Si vous êtes ancré en vous-même, vous ferez l'expérience des sentiments selon lesquels vous pouvez gagner cette guerre. Vous ressentez déjà quelque chose de ce genre maintenant. En vous, une voix vous dit « Aidez-moi ». C'est tellement important que cela marque la différence entre votre propre voix et celle de l'ennemi. D'un point de vue clinique, les manifestations de la constellation peuvent être distribuées en différents stades d'action, même si chaque patient a tendance à demeurer dans un stade donné. Chaque patient tend à se situer sur un seuil défini de gravité pathologique qui correspond à un stade. L'observation et l'analyse permettent la description des différents stades qui se suivent les uns les autres en termes d'importance et de complexité. D'un stade à l'autre, il y a des variations de gravité, de sorte qu'il est possible d'établir pour chacun les principales caractéristiques et la nature des perturbations psychiques qui peuvent y être associées. Néanmoins, les éléments qui constituent un stade donné peuvent ou non être présents dans les stades précédents et postérieurs. Dans un même stade, certaines zones de la personnalité sont plus ou moins affectées que d'autres, ce qui détermine des niveaux d'étendue et d'atteinte différents chez chaque patient. La constellation peut agir plus intensément à certains moments de la vie qu'à d'autres, conformément à l'interrelation des facteurs présents. D'une manière générale, plus les stades d'action de la constellation sont avancés, plus le contact est éloigné et le trouble psychique sévère. Les stades relevés jusqu'à présent sont décrits ci-dessous, en accord avec une séquence croissante de troubles psychiques. Doute et discrédit. Dans ce stade, les autocritiques sont fréquentes et les attaques provoquent des doutes, des méfiances et des discrédits du patient envers lui-même. L'affaiblissement ébranle l'estime de soi, la confiance et la foi en soi, et provoque des inconsistances au niveau du self. Il s'agit d'un stade caractérisé par une insécurité existentielle, avec des difficultés de contact profond qui peuvent également entraîner des dépressions légères. Pour y pallier, le patient tend à se rattacher à des situations externes favorisant une sécurité émotionnelle. Ulpiano est un entrepreneur de 40 ans venu en analyse à cause d'un climat émotionnel de doute et d'incertitude personnelle. Son entreprise d'informatique ne va pas bien et il se critique sous de nombreux aspects. Il se sent peu sûr de lui, affaibli, effrayé et a peur de faire faillite. Il ne fait pas son travail et s'isole de ses amis. Lors d'une séance, il s'est aperçu de la présence d'une activité intense d'autocritique destructive. Avant, il s'imaginait être la cible de critiques externes. L'autocritique vise à éliminer tout effort mené pour mettre sa vie en ordre. Il ne réalise pas ou ne termine pas ses activités par peur d'échouer, et stimule ainsi inconsciemment le propre échec. Désormais, il sent clairement que les attaques ont une provenance interne et s'attache à l'empêcher de fonctionner. Il note un mouvement de déstabilisation toujours présent, et ce alors qu'il a toutes les raisons de croire à l'adéquation et à la réussite de ses entreprises. Autodépréciation. Ce stade se caractérise par un noyau actif d'autodépréciation et d'autodénigrement. Les attaques ont pour base les auto-accusations et les auto-annulations, qui cherchent à miner la confiance élémentaire que le patient a en lui. Le premier but est la diminution de la valeur de soi, suivi de l'abandon des références personnelles. Les attaques dépréciatives conduisent généralement à l'incapacité de mener des activités normales, à la difficulté de maintien des référentiels internes et à l'affaiblissement des centres directeurs.
Ce stade peut abriter des insomnies simples, des symptômes dépressifs modérés ainsi que des décentrements et des dispersions. La dépendance excessive à d'autres personnes n'est pas rare, de même que les activités sexuelles compensatoires et l'éjaculation précoce. Suivant l'action des autres facteurs et l'intensité des autodépréciations, on se trouve face à une organisation narcissique de personnalité comme système de rééquilibre en face des attaques. Cadre chargé de la gestion d'une entreprise multinationale, Thiago a décidé de consulter pour des questions d'insécurité émotionnelle au travail et par peur d'être renvoyé pour une perte de productivité. Dernièrement, il était parvenu avec l'aide de l'analyse à acquérir davantage de confiance en lui et à être plus performant, jusqu'à une réunion générale de l'entreprise où il a présenté le compte-rendu de la situation de son secteur à ses supérieurs. La réunion s'est bien passée, mais à un moment donné quelqu'un a constaté qu'un des chiffres présentés était incorrect. Le patient n'était pas responsable de l'erreur, qui n'a en outre pas porté préjudice à l'entreprise. Mais comme il ne s'était pas rendu compte de la faille avant, il a eu l'impression d'être mal vu pendant la réunion, et a plongé à nouveau dans une insécurité généralisée. Récemment, son chef l'a questionné sur un sujet banal qu'il serait normalement à même de résoudre. Cependant, il a ressenti un véritable effroi qui l'a déstabilisé. Lors de l'analyse, il était menacé par des décentrements et des dispersions qui risquaient de compromettre d'autres zones psychiques. L'observation analytique s'est mise à converger vers les attaques, qui sont devenues fréquentes. Par exemple, une voix interne lui disait « Ce qui s'est passé pendant la réunion générale montre que tu es incompétent. Maintenant, tout le monde va savoir que tu n'es pas qualifié pour ce poste, parce que tu n'en as pas la capacité. » Il en est venu à penser à démissionner. Les attaques autodépréciatives lui ont fait croire qu'il était franchement dépourvu de qualifications professionnelles, et ce alors qu'il occupe des positions de responsabilité depuis plus de 15 ans. Disqualifications amplifiées. Dans ce stade, les auto-accusations augmentent et se généralisent. Le contact avec l'être profond est fortement saboté, et de larges pans de la personnalité sont submergés par une avalanche d'attaques. Toute faille, insuffisance ou défaut rend le patient détestable et méprisable à ses propres yeux, parce qu'il refuse de les accepter. Il nourrit des indispositions contre lui-même, au point de se sentir inutile et inapte à vivre. Rares sont ceux qui parviennent à le convaincre du contraire. C'est comme s'il était réellement un puits de nullité. Les difficultés occasionnelles et les échecs éventuels sont placés sur un piédestal, afin de justifier les attaques. Surgissent alors des haines intenses à l'encontre d'une réalité frustrante, ainsi que des rapprochements amoureux voués à l'échec. Dans la partie de l'esprit qui abrite cette bombe, il n'y a pas de reconnaissance de soi en tant qu'être, d'où la fréquence des états d'éloignement. On observe également des formes plus graves de dépression. Enfin, les problèmes psychosomatiques sont présents à ce stade. Fred avait 18 ans quand il a été adressé par ses parents pour suivre une analyse. Il souhaitait parler de ses irresponsabilités scolaires, sportives et familiales. Au départ, il se sentait ailleurs, ne pensait qu'à plaisanter, rire et consommer de la marijuana. Il ne prenait rien au sérieux. Il avait les yeux vides et une expression vague. Avec le temps sont apparus des signes dépressifs dont il essayait de se défaire en fuyant les pensées et les émotions. Néanmoins, au cours d'une séance, il est arrivé franchement déprimé. Au départ, il est resté silencieux, pour se préserver. Puis il s'en est fortement pris à lui-même. Il ne réussissait pas à l'école parce qu'il était paresseux et inutile. Il agressait lâchement ses camarades au cours des matchs de football. Il n'utilisait jamais vraiment son intelligence, il voulait tirer profit de tout sans faire d'efforts, avec les femmes il était incompétent et raté, et ainsi de suite. Globalement, il se sentait incapable de donner la bonne direction à sa vie et se méprisait. D'où son retranchement derrière des plaisanteries et des irresponsabilités. Pendant cette séance, nous avons travaillé ensemble son besoin de s'évader pour échapper aux attaques violentes qui le menaçaient. Le problème était dans la méthode, qui consistait précisément à éviter d'affronter les attaques et à choisir la fuite. En regardant directement les attaques, il pourrait les connaître et les affronter. Lors des séances suivantes,
l'accent a été mis sur la constellation de l'ennemi interne qui l'amenait à se percevoir comme un moins que rien pour des motifs insignifiants. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de motif réel justifiant une telle violence contre lui-même. Je lui ai dit que si l'ennemi était aussi fort, il ne pourrait que le faire se détester et s'éloigner de lui-même. L'évidement était lié à la répulsion contre l'intériorité, induite par les attaques. Il a convenu qu'il existait une force qui se faisait passer pour lui, mais qui n'était pas véritablement lui-même. Il a réussi à se différencier de cette force qui travaillait contre lui, et le placer dans un état d'éloignement. Avec le temps, il a pu focaliser avec clarté une telle dimension mentale en la séparant des autres. Cela était en lui, et travaillait activement contre ses efforts pour étudier et se conduire adéquatement dans la vie. Ce qui n'était pas évident auparavant, l'est alors devenu. Auto-invalidation. Ce qui différencie le stade des auto-invalidations, ce sont surtout les mouvements intensifs et systématiques de haine inconsciente du patient contre son fond existentiel, l'être qu'il est. Comme la confusion l'empêche de distinguer l'être intérieur du self, l'intériorité est souvent perçue comme un tas de choses abîmées, ruinées, voire comme une masse informe et immonde. La répulsion qu'il éprouve à son égard l'amène à se sentir inapte à vivre sous de multiples aspects. Avec l'augmentation de la force et de la violence des attaques, la terreur de passage à l'inexistence est fortement provoquée et les notions de soi très affectées. Il existe différents degrés d'auto-invalidation, donc plusieurs perturbations psychiques, dépression grave, schizoïdie, état paranoïde et psychose blanche. Un aspect non négligeable est l'emploi de mécanismes psychiques qui visent à éliminer les émotions dans le sens de les rendre neutres et non effectives. Bien qu'elle affirme vouloir se marier, Mara a eu peu d'amis et n'a jamais vécu avec eux. Âgée de 35 ans, elle possède une belle apparence et est une professionnelle réussie. Elle vit seule. Elle dit ne pas faire confiance aux hommes parce qu'ils trahissent, et passe son temps à les fuir. Quand elle s'engage dans une relation amoureuse, elle utilise des subterfuges et un certain cynisme pour ne pas s'impliquer. Même si elle se considère aimée, elle est persuadée que la relation ne durera pas longtemps. Beaucoup d'hommes l'ont aimée et elle s'est éloignée de tous, généralement avec beaucoup de souffrance des deux côtés. Il lui a fallu un long travail analytique pour percevoir qu'elle sabotait ses relations parce qu'elle pense qu'elle décevra ses hommes, et surtout parce qu'au fond elle ne se sent pas digne d'être aimée. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, une répulsion soudaine et incontrôlable à son égard s'est présentée. Sa logique émotionnelle est la suivante. Si elle vient à aimer un homme, il découvrira un jour qu'elle est un être inapte à l'amour. À cause de cela, elle se renferme dans sa coquille. Avec la poursuite de l'analyse, elle est désormais confrontée à une figure intérieure horrible et effrayante qui la représente. Une masse amorphe, répulsive et détestable, de laquelle personne ne veut s'approcher, elle y compris. Ce noyau critique d'Autorjet résulte d'une haine extrême et indescriptible contre elle-même. Historiquement, il est le produit d'auto-invalidations infinies qui se sont installées au cours de sa vie, dont l'expression la plus complète serait « Tu es un être vil, tu ne mérites aucune considération ni amour ». Propagation du système. L'amplification croissante des auto-invalidations caractérise tout particulièrement le stade de propagation du système, où les attaques deviennent massives et conduisent à une désorganisation généralisée des processus mentaux, avec des conséquences globales sur la vie psychique. Une grande partie de la personnalité est susceptible de succomber aux auto-invalidations, et l'esprit en tant qu'organe orienteur des expériences personnelles risque d'être affecté. Cela inclut les attaques contre la pensée et l'annulation des relations, où prédominent les liens amoureux. Il y a un grand éloignement du contact avec l'être intérieur, d'où la difficulté de se sentir véritable et réel. L'individu peut aller jusqu'à penser que tel qu'il est, il n'est ni intéressant ni essentiel et qu'il doit alors être différent. Il pourrait mettre autre chose à la place de l'expérience avec son être. Pour échapper à l'angoisse de passage à l'inexistence qui découle d'un évidement accentué du self, le patient se fabrique souvent un self vicariant. Ce dernier consiste à utiliser des fonctions à la place d'autres, c'est-à-dire que le self est rempli par des fonctions qui substituent les fonctions réelles pour rendre compte de l'évidement. Les normes du self vicariant.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.